Bon, je vais vous parler un peu des staphylocoques à travers cette magnifique diapositive. Alors, on va commencer avec un peu d'histoire sur le staphylocoque. Le staphylocoque a été découvert par Louis Pasteur en 1878, alors qu'il faisait des petits essais sur des plaies de patients atteints d'ostéite, de phlegmon, d'impétigo, de toutes les cochonneries, quoi. Et il a isolé la plaie, il a remarqué des espèces de petites boules bleues qu'il a appelées des cocci. Mais c'est seulement en 1880, par un anglophone, Sir Auguste, je sais pas comment, et bien, qui a isolé les premières colonies de staphylocoques. Voilà, ça vous fait une belle jambe maintenant. Alors, on va passer à l'habitat du staphylocoque. Le staphylocoque est un commensal qui habite des régions humides de notre peau, notamment les aisselles. Et je vous laisse deviner d'autres régions humides. On le retrouve au niveau de la gorge, du nez, de la peau, du pharynx. Et il est présent chez 15 à 30% des individus en portage nasal, quoi. C'est aussi une bactérie ubiquitaire qui sait très bien s'adapter dans la nature et qui possède plusieurs mécanismes de résistance, notamment pour résister à tous les mécanismes d'épuration. En pathologie, ce qu'on peut retenir, c'est que le, le Staphylocoque aureus est vraiment un pathogène comparé au staphylocoque coagulase négatif qui lui va plus être responsable d'infections communautaires et nosocomiales. On peut parler d'opportuniste. D'opportuniste, ouais. Et bon, on va passer à la petite partie de physiopathologie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la physiopathologie du staphylocoque? Moi, j'ai décidé de classer ça en trois grands groupes, donc des facteurs de résistance qui vont permettre au staphylocoque en fait de s'adapter, de ne pas être détruit par le système immunitaire, des facteurs d'extension qui vont permettre à la bestiole de se propager au niveau de l'organisme, de coloniser, et des facteurs de virulence qui vont être vraiment responsables de la physiopathologie. Alors, les facteurs de résistance, eh bien, ces facteurs de résistance vont permettre au staphylocoque de se protéger contre tous les mécanismes de phagocytose, notamment grâce à sa capsule composée d'exopolysaccharides. Le staphylocoque coagulase négatif, lui, a la capacité de former un biofilm qui va le protéger en fait. Ça concerne 90% des souches cliniques de Staphylococcus aureus. 90%, je parle de la capsule, hein, pas du biofilm. Et c'est grâce à cette capsule qu'on a permis de classifier les staphylocoques en 11 sérotypes différents. La coagulase, en fait, est une enzyme, à proprement parler, une protéine extracellulaire qui va se lier à la prothrombine, qui va former un complexe appelé le complexe staphylothrombinique, que nous verrons tout à l'heure. Et en fait, la polymérisation de la fibrine va entraîner la formation d'un caillot qui va être en fait un élément protecteur pour le staphylocoque. Bon, là, je vous ai mis une petite image de staphylocoque prise en microscopie électronique. On peut distinguer la petite capsule de fibrine qui l'entoure et ça lui permet d'échapper au système immunitaire. C'est une photo prise sur une vache, quoi. Passons au facteur d'extension. Bon, le staphylocoque possède des enzymes qui vont lui permettre de dégrader le tissu conjonctif, et élastase pour les fibres d'élastine, protéase pour détruire les protéines, hyaluronidase pour l'acide hyaluronidique, je sais pas, là je dis peut-être une bêtise, et des lipases pour détruire les graisses. Des facteurs d'extension, les hémolysines en fait. Les hémolysines sont des protéines, des toxines même à cible membranaire. Là, vous voyez l'hémolysine alpha qui forme un espèce de pont au niveau de la membrane qui va donc déstructurer la cellule touchée par ces hémolysines en modifiant l'homéostasie de façon complète.
Bon, là, je parle de quelques hémolysines, notamment l'hémolysine alpha, bêta et delta. L'hémolysine alpha, donc, est un facteur de virulence majeur. C'est un hexamère avec un port central, donc c'est l'image que je vous ai montrée précédemment, qui va surtout attaquer les cellules endothéliales, les monocytes et les thrombocytes, et donc va permettre la diffusion des bactéries, quoi. Les cellules vont éclater, ça va être un peu le bordel. Les hémolysines bêta, donc, ou sphingomyélinase, qui est une action de phospholipase C qui altère les membranes riches en lipiase. Les hémolysines delta qui ont des propriétés détergentes. Bon, j'ai essayé de rester exhaustif, mais vous comprendrez bien qu'il existe bien plus d'hémolysines. On va voir maintenant des facteurs d'extension. Donc, des facteurs d'extension à distance par voie hématogène. Il faut retenir là vraiment l'action de deux enzymes, la coagulase et la staphylokinase. Alors, la coagulase a la capacité de se relier à la prothrombine, comme vu précédemment, pour former le complexe staphylothrombinique. Via ce complexe, en fait, le fibrinogène va se transformer en fibrine. Et si vous avez fait un peu d'hématologie, vous comprendrez que la fibrine va former un thrombus. Donc, on peut appeler ça le thrombus bactérien, qui va en fait avoir un rôle protecteur pour la bactérie. Et inversement, la staphylokinase, elle, va polymériser le plasminogène en plasmine. Et la plasmine va avoir une action sur ces thrombus bactériens et former donc des emboles septiques. Donc, selon ce que la bactérie veut faire, soit elle se protège, soit elle se diffuse en fait. Donc, c'est deux actions assez antagonistes, mais très pertinentes du staphylocoque. Les adhésines. Les adhésines jouent un rôle de virulence vraiment majeur. Ce sont des protéines qui vont permettre la fixation des bactéries aux cellules, la fixation à la matrice extracellulaire, et, et voilà quoi. Elles font partie de ce qu'on appelle le peptidoglycane bactérien. Les adhésines, comme je vous l'ai dit, vont permettre la colonisation des tissus. Là, je vous ai parlé de quelques adhésines assez bien étudiées chez le staphylocoque. Donc, la protéine A qui va permettre la liaison au facteur von Willebrand. Le facteur von Willebrand, en fait, c'est un facteur qui va se fixer aux structures sous-endothéliales dès qu'il va avoir une lésion au niveau vasculaire. Et donc, ça va permettre en fait une fixation des bactéries de façon précoce, par exemple dans tout ce qui est brèche bactérienne. Il y a aussi une autre faction, c'est qu'elle va pouvoir se fixer sur le fragment FC des immunoglobulines et donc empêcher l'opsonisation des bactéries, quoi. D'autres protéines de liaison, donc protéines de liaison au collagène 1, 2 et 4, protéines de liaison à la fibronectine, protéines de liaison au fibrogène avec chacune qui serait plus ou moins impliquée dans certains types de pathologies. Donc là, c'est très bien écrit. Vous n'avez qu'à lire. Les toxines, les toxines, font aussi partie des facteurs de virulence, donc TSTT1 responsable dans le choc staphylococcique, dans la scarlatine staphylococcique, dans le NTED, le Red Syndrome. En fait, ces toxines vont avoir une action super antigène. Elles vont avoir une activation polyclonale des lymphocytes. Les super antigènes, en fait, ce ne sont pas des antigènes qui sont internalisés par tout ce qui est cellules qui bouffent les antigènes, quoi. Donc les macrophages, les cellules dendritiques et compagnie. Et donc le fait qu'elles ne soient pas internalisées, elles vont être en relation avec plusieurs cellules de notre système immunitaire et donc vraiment entraîner un large éventail de lymphocytes dirigés contre ces super antigènes. D'où d'où le fait que ça entraîne généralement des chocs toxiques par une sécrétion massive et inappropriée de cytokines
notamment TNF-alpha, TNF-bêta, interleukine 1, 6 et interféron gamma. Il y a d'autres toxines, notamment les entérotoxines, responsables de toxi-infections alimentaires, qui sont aussi parfois incriminées dans les chocs staphylococciques, et donc là, dans la scarlatine staphylococcique. Ce sont des protéines thermostables, qui peuvent être déjà présentes, par exemple, dans les aliments. Même si la bactérie n'est plus là, eh bien, la toxine peut survivre et elle est résistante aux protéases intestinales. Ça provoque des déséquilibres hydroélectriques et donc des diarrhées avec un temps d'action assez rapide. Au bout de 6 heures après avoir ingéré un aliment où étaient présents les dites toxines, eh bien, vous êtes susceptible d'aller aux toilettes. Elles aussi ont une action super antigène. Les exfoliatines, comme leur nom l'indique, sont des toxines épidermolytiques de la famille des métalloprotéines qui vont avoir une action sur les kératinocytes de la couche granuleuse et entraîner un décollement entre le stratum granulosum et le stratum spinosum. On en reparlera tout à l'heure quand on abordera la physiopathologie, ou plutôt la pathologie propre du staphylocoque. Et une dernière toxine à connaître, un peu à la mode, la leucocidine de pentonvalentine, LPV. C'est une leucotoxique et dermonécrotique, pardon, avec une action non hémolytique. Donc, comme son nom l'indique, va entraîner une nécrose du derme par une action sur les polynucléaires, les monocytes et les cellules épithéliales. C'est un facteur de virulence important, incriminé dans la furoculose chronique ou les pneumopathies nécrosantes, qui touchent 2 à 5%, et 2 à 5% des souches expriment cette toxine. Bon, la pathologie. La pathologie,